J.K. Simmons, Jerry Bruckheimer et Selma Blair sont juste quelques-uns des noms célèbres originaires du Michigan. Mais en explorant davantage l'état pittoresque du Midwest, vous serez glacé par certains des autres noms célèbres qui ont émergé, y compris le tueur mixte John Norman Collins et Aileen Wuornos. Ce n'est un secret pour personne que le Michigan abrite de nombreux mystères non résolus et des tueurs en série impitoyables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer deux terrifiantes affaires non résolues du Michigan. Patricia Spencer et Pamela Hobley. C'était une journée fraîche, le 31 octobre 1969, alors que Pamela Pam Sue Hobley, âgée de 15 ans, et Patricia Patty Ann Spencer, âgée de 16 ans, quittaient ensemble leur école dans la communauté d'Oscoda. Les deux adolescentes n'étaient pas connues pour être amies, mais la rumeur locale indiquait qu'elles auraient pu expérimenter les drogues et l'alcool, suggérant à certains détectives en ligne que le duo s'était rapproché grâce à leurs expériences partagées. On pense que les deux filles ont quitté l'école plus tôt ce jour-là, sautant leur cours de l'après-midi pour se rendre à une destination inconnue. Selon certains rapports sur l'affaire, une alerte à la bombe aurait pu rendre cette absence possible, car il était peut-être plus facile de sortir sans être remarqué dans le chaos qui aurait pu avoir lieu à l'établissement. Alors que les deux se dirigeaient vers un endroit inconnu, tous deux avaient clairement fait savoir à leur famille plus tôt dans la journée qu'ils assisteraient au match de football de retour à l'école le soir, puis se rendraient à une fête par la suite. Pam a noté qu'elle accompagnerait ses amis et les petits amis de ses amis à l'événement. Initialement, la dernière apparition connue des filles était lorsqu'elles ont marché le long de River Road, loin de leur école et en direction du quartier des affaires. Cependant, en 2013, un témoin s'est manifesté affirmant qu'il avait en réalité conduit les filles à une station-service à River Road et Interstate 23. Il a exprimé sa confusion que les enquêteurs ne le savaient pas déjà, car il avait apparemment dit à la police à l'époque qu'il avait donné un lift au duo. Les détectives ont noté qu'ils n'avaient aucun de ces rapports dans leur dossier de cas. Il n'est pas clair pourquoi ou comment cette confusion a eu lieu, mais quoi qu'il en soit, le témoin a été disculpé de toute implication dans la disparition des adolescents. Cette nuit d'Halloween, la mère de Pam, Lois, qui était une mère célibataire de 3 filles, est rentrée à la maison après avoir fait du porte-à-porte avec ses 2 plus jeunes filles, pour être informée par le petit ami de Pam qu'elle n'était pas arrivée à la fête ni n'avait assisté au match de football de l'école. Suite à cette découverte, Lois a appelé les parents de certains amis et camarades de classe de sa fille et a appris que Patty était également portée disparue et qu'elle n'avait pas non plus assisté aux 2 événements. Alarmées par cela, les familles des 2 filles ont signalé leur disparition. Au cours des jours suivants, les amis et la famille ont été interrogés par la police, alors qu'ils essayaient de retracer les derniers mouvements connus du duo et de comprendre où elles auraient pu aller. Au départ, on croyait que les adolescentes s'étaient enfuies volontairement vers la ville de Flint. Les familles, surtout celle de Pam, étaient sceptiques. La sœur de Pam a plus tard déclaré aux médias qu'elle ne croyait pas que la jeune fille de 15 ans avait fui parce qu'elle était à un bon moment de sa vie et semblait heureuse. Elle venait également de se fiancer à son petit ami. De plus, aucune des filles n'avait pris sa pièce d'identité, son sac à main, ni de rechange de vêtements, suggérant qu'elle ne comptait pas partir longtemps. Une semaine s'est écoulée et aucune des filles n'a pris contact avec leurs proches. À ce stade, les enquêteurs ont commencé à théoriser qu'un événement plus sinistre a pu avoir lieu ce soir d'Halloween. Finalement, les détectives ont commencé à se demander si les filles avaient continué à faire de l'autostop et ont suggéré que si c'était le cas, elles auraient pu tomber victimes d'un personnage peu recommandable. Ils ont théorisé que le duo a été enlevé par 2 ou plusieurs auteurs et a finalement été assassiné. Un lien avec le tueur d'enfants du comté d'Oakland a été exploré, mais cette connexion semble peu probable. Une piste a conduit les enquêteurs à une tombe improvisée dans les bois, mais il s'est avéré que c'était un animal qui était enterré sous la terre. Désespéré pour des réponses, la famille de Pam a offert une récompense de 1 000 $ pour toute information qui ramènerait leurs proches disparus, mais cet argent n'a jamais été réclamé. En raison d'un manque de pistes et de témoins, l'affaire s'est rapidement refroidie. 16 ans plus tard, en 1985, la police a reçu un tuyau affirmant que les 2 adolescents avaient été assassinés par 2 hommes de la région et enterrés près d'une grange utilisée par des adolescents pour faire la fête. Des décennies plus tard, en 2010, l'affaire a été réexaminée par une nouvelle équipe qui a réinterrogé les amis,
la famille et tous les témoins potentiels. À peu près à cette époque, le site de la grange mentionné dans le tuyau, qui était situé sur Brooks Road et qui était en 1969, appartenait à un homme nommé Jack Searle, a été fouillé à l'aide d'outils d'excavation et de chiens cadavres. Cependant, aucun signe de restes humains ou d'objets appartenant aux filles n'a été trouvé. Il n'est pas clair si Jack Searle a jamais été considéré comme une personne d'intérêt. De plus, d'autres zones fréquentées par des adolescents en 1969 ont été enquêtées, mais n'ont rien révélé. En 2011, l'une des sœurs de Pam, Mary, qui n'avait que 8 ans lorsque l'adolescente a disparu, a déclaré aux médias que sa famille pense que les 2 filles sont mortes. Elle a dit à l'Oscoda Press « Pam et Patty sont mortes. Les familles le savent dans les vallées les plus profondes de nos âmes. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas comment, mais quelqu'un le sait. » Mary continue d'essayer de maintenir l'affaire en vie. Les parents et les grands-parents de Pam sont décédés au fil des années depuis la disparition de la jeune fille de 15 ans, ne sachant jamais ce qui est arrivé à leur fille bien-aimée et petite fille. Ces dernières années, le département de police du canton d'Oscoda a noté que leur plus grand défi est maintenant l'âge de l'affaire. Ils croient que c'est résolvable, mais pensent que le temps rend les choses difficiles. En 2013, les enquêteurs ont déclaré qu'ils avaient identifié une personne d'intérêt, mais qu'ils avaient besoin de plus d'informations pour que l'affaire puisse continuer. Il convient de noter ici que le petit ami de Pam n'a jamais été considéré comme un suspect ou une personne d'intérêt. L'acide désoxyribonucléique des 2 filles a été obtenu et est enregistré afin que des comparaisons puissent être faites avec toute Jane Doe correspondant à leur description. Les dossiers dentaires de Pam sont enregistrés, contrairement à ceux de Patty. Les empreintes digitales des filles n'ont pas été relevées. Patricia Ann Spencer et Pamela Sue Hobley ont toutes 2 été vues pour la dernière fois à Halloween de 1969, marchant sur River Road, loin de leur école et en direction du quartier des affaires d'Oscoda. Le dernier témoin qui les a vues est un homme qui leur a donné un lift et les a déposés à River Road et à l'Interstate 23. On ne les a plus jamais vus ni entendus. Patricia avait seulement 16 ans à l'époque, mesurant entre 1,60 m et 1,62 m et pesant environ 54 kg. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux blonds, brunâtres et aux yeux bleus. Elle est censée porter des lunettes, mais ne les portait pas au moment de sa disparition. Elle se fait appeler Patty et a une cicatrice de morsure de chien sur une jambe. Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste à carreaux grise et verte, un pull marron, une jupe en tweed ou à carreaux marron assortis, des chaussures marron à talons épais et un collier en argent avec un pendentif en forme de symbole de paix. Pamela n'avait que 15 ans au moment de sa disparition. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns et aux yeux marrons, et a une cicatrice sur l'arête de son nez. De plus, elle a une autre cicatrice ou tache de naissance sur le coin gauche de sa bouche. Elle utilise le surnom de Pam et mesure entre 1,67 m et 1,73 m et pesait entre 45 et 52 kg quand elle a été vue pour la dernière fois. Quand elle a disparu, elle portait un manteau en fausse fourrure blanche de 3/4 de longueur, avec des garnitures marron, une blouse à manches longues avec des poignets à volant, une jupe à carreaux marron et blanche, des chaussettes montant jusqu'aux genoux et des chaussures massives avec un talon épais. Si les filles sont toujours en vie, Patty aurait 68 ans et Pam aurait 67 ans. Ces dernières années, le Centre national pour les enfants disparus et exploités a publié des images montrant à quoi les filles pourraient ressembler. L'image de Patty la montre à 60 ans et celle de Pam la montre à 57 ans. Si vous avez des informations sur cette affaire, vous pouvez contacter le département de police d'Oscoda Township au 989-759-9113. Alternativement, vous pouvez appeler le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-800-843 5678. Kimberly King. Décrite par ses proches comme une aventurière audacieuse et au grand cœur, Kimberly Kim Alice King, âgée de 12 ans, était connue pour être amusante et aventureuse. Sa meilleure amie depuis la 4e année, Annie Godbout, vivait en face d'elle à l'automne de 1979 dans la ville de Warren et a été l'une des dernières personnes à la voir vivante avant sa disparition. Kim a passé une partie du 15 septembre chez Annie après avoir dit à ses grands-parents qu'elle y passerait la nuit. Cependant, alors que le crépuscule arrivait et que le ciel s'assombrissait,
Kim a sauté par-dessus la clôture dans le jardin arrière d'Annie et a dit au revoir en partant, espérant rencontrer sa sœur. Les deux avaient prévu d'aller au cinéma, mais Kathy King n'est jamais venue. Elle n'a pas pu obtenir la voiture pour la soirée et la maison de son père à Waterford n'avait pas de téléphone, ce qui signifie qu'elle n'a pas pu informer sa sœur qu'elle ne pourrait pas venir. De retour à Warren, Kim a quand même choisi d'aller à 11 Mile, un endroit populaire auprès des ados et pré-ados à Roseville, Michigan. Kim aimait visiter la région et y faisait fréquemment de l'autostop. Elle espérait que Kathy viendrait pour qu'elle passe la soirée ensemble, mais évidemment, elle n'est jamais venue. Selon Annie, Kim sortait souvent tard et s'éclipsait sans que ses grands-parents le sachent. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement une fauteuse de troubles, elle avait un côté espiègle et aimait partir à l'aventure par elle-même. Ce n'était pas la première fois que la fille de 12 ans mentait sur son emplacement. Elle aurait déjà élaboré un plan similaire auparavant et s'était présentée à la porte d'Annie à 7 heures le lendemain matin. Annie, pour sa part, se décrivait plus comme une spectatrice de la vie, préférant regarder sa meilleure amie vivre toutes les excitations plutôt que d'y participer elle-même. Entre 11h et 11h30 cette nuit-là, Kim a appelé sa autre sœur, Connie. Quand on lui a demandé où elle était, Kim a prétendu être juste en bas de la route de chez ses grands-parents, à une cabine téléphonique proche. Connie, inquiète pour sa petite sœur, a dit à la jeune fille de 12 ans de rentrer à la maison ou d'aller chez Annie, et Kim a dit qu'elle le ferait, mais elle n'est jamais revenue à aucun de ces endroits. Annie a attendu que sa meilleure amie se présente jusqu'aux premières heures du matin, et est devenue anxieuse quand elle ne l'a pas fait. Plus tard, ce matin-là, la grand-mère anxieuse de Kim a appelé pour demander si elle savait où se trouvait Kim. Annie lui a dit qu'elle ignorait, mais a relaté les événements de la veille. Dans les heures qui ont suivi, la police a été appelée sur les lieux. Initialement, les enquêteurs pensaient que Kim, 12 ans, était partie volontairement. Sa sœur Kathy avait l'habitude de fuguer. Ils ont donc supposé que Kim avait la même attitude et le même tempérament. Cependant, Annie, ainsi que les membres de la famille de Kim, ne croyaient pas qu'elle partirait simplement, notant que bien que Kim aimait s'amuser et se faufiler, elle ne laisserait jamais ses proches sans réponse. Ils sentaient que quelque chose avait horriblement mal tourné. Les forces de l'ordre n'ont pas pu déterminer quelle cabine téléphonique Kim a utilisée la nuit de sa disparition. Alors qu'elle prétendait utiliser celle située à l'angle près de la maison de ses grands-parents, un témoin l'a vu utiliser un téléphone du magasin de fêtes à Marmon et 9 Mile à la place. Aucun relevé téléphonique n'a été tiré des cabines et il n'y avait pas de caméra de surveillance à proximité pour aider à suivre les mouvements de la jeune fille. Suite à la disparition de Kim, presque toute la communauté locale a été interrogée, à la fois professionnellement par les autorités et de manière informelle par des amis et de la famille. Les sœurs préadolescentes ont appris que leurs frères et sœurs étaient arrivés à Roseville, mais leur déplacement ultérieur reste flou. Personne ne l'avait vue partir et personne ne savait où elle était allée. Les indices découverts par les enquêteurs ont conduit à des entretiens, mais pas plus loin, et les détectives ont appris qu'elle aurait pu se rendre à Grand Rapids, Michigan, après sa disparition, mais cette piste n'a pas abouti. Les autorités se sont rapidement retrouvées dans une impasse. Pendant un certain temps, les forces de l'ordre ont cru que la disparition de Kim était l'œuvre du tueur d'enfants du comté d'Oakland, un tueur en série non identifié qui a ôté la vie de 4 enfants âgés d'environ 10 et 12 ans entre 1976 et 1977. Les victimes des auteurs ont été retenues en otage pendant plusieurs jours avant d'être assassinées. Bien que Kim corresponde au profil de nombreuses victimes du tueur, si son cas est son œuvre, alors ce serait une exception, car le coupable est connu pour laisser ses victimes à découvert sur le bord de la route. Inversement, Kim n'a jamais été retrouvé, et ses restes non plus. Un autre suspect dans l'affaire de Kim et dans celle du tueur d'enfants du comté d'Oakland est David Norberg, qui travaillait à Warren en 1979 et vivait à seulement 2 rues de la jeune fille de 12 ans. Norberg a été tué dans un accident de voiture près de Recluse, Wyoming, en 1981 et n'a jamais été inculpé pour aucun des meurtres d'enfants ou en lien avec la disparition de Kim. Cependant, après sa mort, des bijoux appartenant prétendument à plusieurs victimes du tueur d'enfants ont été découverts chez lui. En 1999, son corps a été exhumé et son acide désoxyribonucléique a été comparé à un brin de cheveux trouvé sur le corps de Timothy King, la dernière victime du tueur d'enfants. 3 ans plus tard, cependant, les autorités ont annoncé que le cheveu ne correspondait pas à Norberg. Il n'est pas clair si Norberg était le tueur ou s'il était impliqué dans la disparition de Kim.
Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu être impliqué dans l'enlèvement de la fillette de 12 ans, même s'il n'est pas le tueur en série. Le troisième suspect dans l'affaire Kim est un homme nommé Arthur Ream. Cette annonce a été faite en 2018, quand sa disparition a été réexaminée par les enquêteurs. En 2008, Ream a été reconnu coupable du meurtre de Cindy Zarichki, une jeune fille de 13 ans qui sortait avec son fils en 1986 et qui avait disparu à peu près à la même époque. Ream a attiré Cindy dans une crèmerie à East Point, prétendant qu'il organisait une fête surprise pour son fils. Il l'a ensuite enlevé et tué et a enterré son corps à environ 30 miles à l'extérieur de Détroit. Accusé du crime, il a mené les enquêteurs sur les lieux afin que les restes de Cindy soient récupérés. Au même moment, Ream était déjà en prison, purgeant une peine de 15 ans pour avoir agressé une fille de 14 ans. De plus, de 1974 à 1978, il était emprisonné suite à une condamnation pour agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. En 2018, les autorités ont fouillé la zone où Ream avait enterré Cindy, à la recherche d'autres corps. Ils avaient reçu des informations selon lesquelles il s'était vanté en prison d'avoir tué entre 4 et 6 autres victimes. Les forces de l'ordre étaient certaines que Ream avait enterré ses autres victimes à proximité, mais elles n'ont pas réussi à localiser d'autres restes humains, y compris ceux de Kim. Jusqu'à présent, il ne semble pas que Ream ait avoué aux autorités concernant le cas de Kim, ni aucun des autres cas dont il est soupçonné d'être impliqué, et les mises à jour depuis 2018 ont été rares et espacées. La grand-mère de Kim est décédée en 1995, mais ses sœurs continuent de chercher des réponses, et il espère qu'un jour, elles pourront trouver une véritable résolution. Avant sa mort, la grand-mère de Kim avait acheté une concession funéraire pour elle. Kimberly Alice King, 12 ans, a été vue pour la dernière fois le 15 septembre 1979, quittant la maison de sa meilleure amie Annie à Warren. Ensuite, elle aurait pu être à 11 Mile, près de Roseville, Michigan. Entre 11h et 11h30 du soir, elle a parlé au téléphone avec l'une de ses sœurs. On ne l'a plus jamais vue ni entendue depuis. Kimberly est décrite comme une femme blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, mesurant environ 1,65 m. Elle pesait environ 47 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois et portait un pull bleu et un jean. Elle utilise le surnom Kim et a un espace entre ses dents de devant supérieures. Son incisive supérieure est décrite en forme de piquet. Si Kim est toujours en vie, elle aura 55 ans. Si vous avez des informations sur sa disparition ou son lieu de résidence, vous pouvez contacter le département de police de Warren au 586-574-4700. Et voilà les faits. Laissez vos théories et spéculations en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.